Nous revoilà pour la partie 5. Donc, la partie 5, laissez-moi partager à nouveau mon écran. Donc, voilà. La partie 5, proposer un exemple sur l'héritage colonial français et du racisme aujourd'hui. Ok. Donc, je suis dans une position assez unique d'être en capacité d'après moi, d'être en capacité d'offrir des perspectives spécifiques sur l'histoire et l'état actuel de la France, étant né en France, ayant été élevé en France. Je suis aussi issu d'un patrimoine mixte, avec un père français et une mère qui était issue de l'immigration, parce que mes parents, malheureusement, ne sont plus là. Et bien que la France soit un des plus beaux pays au monde, euh, j'ai personnellement ressenti les effets du racisme et de la discrimination. Ce qui n'empêche d'avoir des amis blancs français, il y avait des gens qui étaient absolument magnifiques, mais il y a quand même une structure endémique du racisme en France. Donc ceci est que je voulais partager pour donner une perspective, qu'il y a quand même une discrimination qui s'exerce et que l'élite reste entre l'élite. Donc, encore une fois, ce que je donne, c'est une réflexion personnelle. Coupe. Ceci, encore une fois, est une réflexion personnelle. Il est possible que certaines personnes ne soient pas en accord avec mon approche. Donc, pour établir un certain contexte concernant la France, il est nécessaire de plonger un petit peu dans le passé. Okay. Il y a un patrimoine religieux en France, okay, qui a toujours été profondément lié au catholicisme. Au cours des siècles, donc l'Église catholique a exercé un niveau d'influence et un pouvoir significatif sur la société française, notamment sur le plan culturel, politique, okay, mais également social. Le Moyen Âge a été consolidé comme par une domination catholique, ce qui a conduit à l'établissement d'un ordre hiérarchique. Et l'ordre hiérarchique dont on parlait, que vous allez pouvoir voir en image ici, qui démontre cet ordre hiérarchique composé de l'aristocratie, du clergé et du tiers-état. Donc le tiers-état étant un melting pot entre les classes moyennes et les classes inférieures. Okay. Néanmoins, le XVIe siècle est marqué par une réforme protestante qui aboutit au mariage d'Henri IV, un ancien protestant, avec Marguerite de Valois, une catholique. Donc cette union a entraîné un, un événement tragique qui est la Saint-Barthélemy en août 1572, au cours de laquelle, au cours de cette nuit, tous les protestants devaient être massacrés en une seule nuit. Bon, il s'est passé certaines choses et après la Saint-Barthélemy, il y a une certaine vague de contestation et de négociations. En 1598, il y a l'édit de Nantes qui a été promulgué en accordant une tolérance religieuse à la minorité protestante par l'ancien monarque protestant Henri IV. Okay. Il s'agit d'un développement surprenant qui, cependant, c'est une tolérance religieuse qui est, qui est accordée à la minorité protestante et qui sera effectivement supprimée par le petit-fils d'Henri IV, Louis XIV, qui révoquera l'édit de Nantes en 1685, donc presque 100 ans après. Donc par conséquent, il est évident qu'il existe une réticence naturelle chez les catholiques à permettre un certain degré d'ouverture, ce qui entraînera ce qui a entraîné en 1572 la Saint-Barthélemy et conduit à l'intolérance. Okay. Alors j'utilise cette illustration de l'intolérance pour faire un parallèle. Okay. Donc et souligner que le défi que représente l'intégration de la diversité en France est toujours un problème actuel. Donc c'était déjà un problème au, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, et c'est toujours un problème aujourd'hui. Donc c'est bien illustré par la Révolution française qui, en 1794, a aboli l'esclavage dans les colonies françaises, une étape importante dans la lutte contre l'esclavage des autres êtres humains, en raison de son accent mis sur la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. Mais néanmoins, en 1802, le dictateur Napoléon Bonaparte, qui a fait un coup d'État, prend le pouvoir en France et rétablit l'esclavage dans les colonies françaises. Principalement pour des raisons raisons économiques, pour assurer un flux de revenus
constant des colonies françaises qui bénéficiera à l'économie française et à ses poches personnelles. C'est un homme extrêmement corrompu. Il faut comprendre que on parle de Napoléon Bonaparte. Il a instauré la corruption à large échelle et les hommes politiques français n'ont jamais démenti à cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc finalement, l'esclavage a été aboli en 1848. Maintenant, quand on regarde un peu plus loin dans l'histoire, on peut voir que, oui, on peut dire que la France a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas été la seule. Okay. Mais ce qui a contribué au développement de l'antisémitisme en France, donc il y avait un antisémitisme en France qui était là depuis le 19e siècle, et au début du 20e siècle, l'ampleur de l'antisémitisme en France, dans la société française, est révélée par l'affaire Dreyfus, dont j'avais parlé précédemment. Et donc, après l'occupation nazie, le gouvernement de Vichy a activement coopéré avec l'Allemagne dans la mise en place de politiques anti-juives, notamment la déportation des juifs vers les camps de concentration. Donc, encore une fois, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est la complexité de la société française qui a un refus constant sur la tolérance religieuse, dans un premier temps, qui a un antisémitisme qui prend place au 19e siècle, qui continue au début du 20e, et il y a les colonies. Donc, quand on considère les colonies, bon, on peut dire que malgré une histoire coloniale, la France a entretenu une relation complexe avec ses anciennes colonies, avec un impact durable sur son traitement, sa relation avec ses populations noires et arabes descendantes. Cela étant principalement basé sur une propagande concernant l'infériorité des populations coloniales. Les journaux utilisaient cette propagande et des os humains ont été construits pour exposer des individus de divers territoires, principalement d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. J'en avais parlé dans la partie 4. Donc, ces structures étaient une démonstration flagrante de la supériorité de la civilisation française et européenne et de l'idéologie coloniale. Comme quoi, que l'on peut voir dans les colonies, ce sont à peine des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains. Si ce sont des êtres humains, ils sont inférieurs. Jusqu'à présent, on les considérait comme des objets. Ils sont plus considérés comme des objets. Très bien. Mais maintenant, ils sont considérés comme des sous-humains. Okay. Donc, on expose des gens dans des os humains. Imaginez les impacts dévastateurs sur les individus qui visitent ces os, quand je le disais auparavant. Mais imaginez maintenant l'impact dévastateur sur les individus qui étaient exposés et traités comme des animaux. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les colonisateurs, voilà comment ils nous voient. Et donc, ce qui crée une segmentation naturelle dans la société française et dans les gens qui sont issus des colonies. Okay. Maintenant, cet héritage de cette époque-là, de tous les parallèles que je viens d'effectuer, qui sont très rapides, qui demandent un peu de nuance, c'est évident. Mais l'héritage de ces époques-là se fait encore ressentir aujourd'hui. Car cela a influencé la vie de millions, voire de milliards de personnes. En France et dans les anciennes colonies. Notamment sur différents aspects. Premièrement, la discrimination systémique. C'est un processus qui rend difficile pour les individus d'origine nord-africaine ou subsaharienne d'obtenir un logement, de sortir du cycle de pauvreté, de permettre de grandir grâce à l'éducation, l'emploi. Mais il y a aussi de la marginalisation sur ces aspects. L'emploi, l'éducation, mais également les abus de la loi. On voit la répression policière qui est extrêmement plus difficile envers les personnes issues de l'immigration ou issues des colonies aujourd'hui. Il y a naturellement un malaise social. L'inégalité persistante a entraîné des tensions sociales et un niveau excessif de criminalité. Le manque d'opportunités ayant conduit à des opportunités de troisième niveau. Donc, des troisième niveaux, ça veut dire la drogue, la prostitution, le trafic d'armes, les vols, les vols à la tire, et même le terrorisme. Vous vous rendez compte que certaines personnes qui sont nées en France, issues d'immigration, se tournent vers le terrorisme contre leur propre pays. On en parle très peu de ça, mais c'est un point qui est extrêmement important.
Ce qui montre le niveau de rejet aujourd'hui de certaines parties, de certaines personnes qui font partie de l'immigration. Maintenant, le rôle des médias dans la construction et la diffusion des stéréotypes raciaux est indéniable. Pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui, les médias français ont souvent présenté des représentations stéréotypées des personnes issues des minorités visibles. Okay. Ces représentations ont contribué à renforcer les préjugés, à alimenter les discriminations. On peut donner quelques exemples. Hein. Il y a la caricature du banlieusard. Les médias ont souvent associé les banlieues à la violence, à la délinquance et à l'islam radical, créant une image négative et généralisée de ces quartiers. Or que la majorité des gens qui sont issus des quartiers, qui sont même des musulmans, ne manifestent aucune agressivité envers la France. Tout ça, c'est un tissu de mensonges et de manipulation. La représentation, maintenant il y a un deuxième élément, les représentations des femmes voilées. Les femmes voilées ont été associées à l'oppression, au fondamentalisme. Il y a une menace pour la société française. Les femmes juives sont des femmes, il y a des femmes juives qui se voilent. Il y a des femmes françaises qui se voilent dans les campagnes. Et c'est simplement par esprit de pudeur, par esprit d'attention à leur religion et à leurs croyances religieuses, mais absolument pas une notion de défiance ou d'oppression. Mais on met ce cliché-là sur les femmes voilées. Les clichés sur les immigrés. Les immigrés sont fréquemment dépeints comme des concurrents économiques, des bénéficiaires de l'assistanat social ou des auteurs de délits. Et fondamentalement, dès qu'il y a un délit grave ou particulièrement horrible perpétré par une personne d'origine blanche ou française, on n'en parle pas trop. Je vais donner quelques exemples. Ce n'est pas pour pointer le doigt sur la civilisation blanche ou les personnes blanches. Mon père était blanc. Je suis moi-même métisse. Mais des tueurs en série, on en retrouve particulièrement chez les blancs. Les massacres de masse aux États-Unis à armes à feu, essentiellement pratiqués par des blancs. Les viols et l'inceste et la pédophilie sont essentiellement pratiqués par des blancs. Pourtant, est-ce qu'on en fait une fixation? Est-ce que pour autant, est-ce qu'on peut dire que tous les blancs sont des tueurs en série? Est-ce qu'on peut dire que tous les blancs sont des pédophiles? Est-ce qu'on peut dire que tous les blancs sont des tueurs de masse avec des fusils ou des armes à feu? Absolument pas. Donc, dans le même degré, on pourrait avoir une approche systématique et raciste, ou une approche systémique et raciste, ou systématique et raciste, également, les deux fonctionnent. On pourrait avoir une approche systématique et raciste envers les Blancs, mais ce n'est pas le cas. Donc, ces représentations stéréotypées, naturellement envers l'immigration, a alimenté un climat de suspicion et de méfiance à l'égard des minorités, justifiant aussi des politiques discriminatoires. Donc, il est important de noter que, naturellement, quand on voit ce genre, moi, comment je l'ai vécu, j'ai pas vécu comme une insulte, mais je le vois simplement comme une manifestation à tel point les médias ont une influence sur les préjugés des gens. Donc, il est important que les médias ne sont pas les seuls responsables de la construction de ces stéréotypes, notamment moi, là où j'en veux le plus, ce ne sont même pas les médias, qui sont simplement des objets de propagande. Mais à qui j'en veux, ce sont les intellectuels et les hommes politiques. C'est le pire du pire. Parce que les médias jouent un rôle amplificateur et légitimement, mais les hommes politiques jouent un rôle actif dans la propagation de ces éléments-là. Moi, je suis également issu de l'immigration par mes parents, notamment par ma mère. Donc, je n'utiliserai pas les préjugés et la discrimination comme l'excuse. Pour moi, me livrer à des activités criminelles, jamais de la vie. Pour moi, c'est un chemin simple. C'est une restriction. Oui, on a des restrictions en France. Oui, il y a des restrictions en France, mais ça ne justifie pas d'aller dans la criminalité, le terrorisme, ou bien les vols, le trafic d'armes, ou bien la prostitution. Mais les conditions sont tellement difficiles et ont poussé les gens contre le mur du désespoir, entraînant ainsi de mauvaises décisions et de fâcheuses décisions qui ont des effets sur eux et pour les gens qui les suivent. Parce qu'on a toujours une image, nous sommes toujours représentatifs d'une forme d'image qui nous
transmettons aux autres, soit aux plus jeunes, soit aux gens qui nous suivent. Et naturellement, ça a des effets boule de neige. Ok. Mais maintenant, moi, je ne vais pas me comparer aux gens qui ont vécu dans les cités ou autres en France. Je ne peux pas me permettre ça parce que je viens plutôt d'une famille de la classe moyenne et je n'ai jamais manqué de rien étant plus jeune. Mais je comprends la difficulté dont mes frères et sœurs qui vivent dans certaines conditions difficiles dans les cités ont fait face. Ok. Cela étant, il y a un prix à payer par la France. Parce que quand on fait une telle discrimination, quand on crée une telle segmentation dans la société, et que maintenant on met quelque part les gens de côté, en mettant des restrictions de plus en plus difficiles pour leur permettre une forme d'émancipation, une forme d'enrichissement personnel, mais d'enrichissement aussi professionnel. Donc, elle a payé un prix, elle continue à payer un prix aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Un, la fuite des cerveaux. Le processus par lequel un nombre important de personnes hautement qualifiées, des gens comme moi, qui avons été élevés en France, passés par le système éducatif français en faisant des écoles supérieures, nous ne trouvons pas de réciprocité dans l'ambition qui est la nôtre et les opportunités qui sont les nôtres en France. Donc, on a reçu un bon niveau d'éducation élevé, donc nous émigrons vers d'autres pays en quête de meilleures opportunités, privant ainsi la France de talents et d'expertise précieux. C'est un élément simple. Que les gens partent simplement. Disparité économique. En élevant le seuil du racisme et de la discrimination, les disparités économiques sont exacerbées entre la population blanche majoritaire et les minorités non blanches. En effet, le problème pour l'état d'esprit d'extrême droite n'est pas qu'ils viennent d'un autre pays, mais plutôt qu'ils ne sont pas blancs. Le problème, c'est pas vous pouvez être français en France, mais ne pas être considéré comme français parce que vous n'êtes pas blanc. Et c'est arrivé récemment, il y a une députée de l'Assemblée nationale qui a dit clairement à des personnes dans un restaurant, vous n'êtes pas des vrais Français. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le fait de ne pas être blanc, fait que l'on n'est pas français. Donc une personne qui est originaire de la Pologne, qui obtient les papiers récemment, elle est plus française que moi, alors que moi je suis né en France et descendant d'une personne qui était française. Okay. Donc en réalité, l'établissement d'une distance significative entre la majorité blanche et la population minoritaire entraînait une sous-performance globale de l'économie. C'est aussi simple que ça. Cela a naturellement transformé des individus qui auraient dû ou qui auraient pu contribuer au développement économique de la France en individus qui sont un fardeau à soutenir. Parce qu'effectivement, ce sont des Français qui ont le droit à des bénéfices sociaux dont ils tirent avantage, alors qu'ils devraient contribuer eux-mêmes à ces bénéfices. Ils devraient contribuer à des taxes directes et indirectes, contribuer à l'essor économique de la France, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont discriminés. Donc vous voyez, il y a un sens, un non-sens à la discrimination, au racisme, qui a un effet économique. Et le même raisonnement peut s'appliquer dans un pays comme les États-Unis, où il y a eu une très forte discrimination sur les Noirs, il y a toujours une forme de discrimination. Et donc ces effets-là sont ressentis dans l'économie, naturellement. Et c'est pour ça que je parle que véritablement, l'humanité est une fraternité, est une communauté, non pas un assemblage segmenté. Un potentiel économique perdu. En étendant la perspective de la fuite des cerveaux, de la disparité économique, on exclut essentiellement de larges segments de la population de contribuer pleinement à l'économie par le biais des impôts directs et indirects, ce que je disais juste avant. Par conséquent, la France perd activement du potentiel économique de la part d'innombrables personnes talentueuses possédant des connaissances et des qualités qui constituent littéralement un réservoir inexploité. Ça veut dire qu'on a un potentiel ici que l'on peut exploiter, on ne l'utilise pas. Non, par des effets de vue, hiérarchisée des races en disant qu'ils sont inférieurs, on ne traite pas avec ces gens-là. À mon avis, c'est dû essentiellement, pour moi, ça, spécifiquement le potentiel économique perdu, il est dû principalement à l'incapacité des élites françaises à faire preuve de sagesse humaine, de vision et de pragmatisme. Mais moi, tout simplement, j'appelle ça des idiots. C'est des gens qui ne comprennent pas c'est quoi une économie, c'est quoi une société. La société, c'est la vie commune ensemble.
Donc c'est une économie dont tout le monde a un rôle à jouer. Il n'y a pas des gens qui contribuent, des gens qui ne contribuent pas. Ce n'est pas possible. En faisant ça, on réduit les gens à une portion congrue qui est supportée par le reste qui travaille. Alors que ces gens-là ne demandent qu'à être actifs et on leur empêche de faire ça. Oui, il y en a quelques-uns, mais ils sont une portion extrêmement restreinte de nombre de personnes qui sont mises de côté. Réduction de l'innovation. C'est en fait mon aspect préféré. C'est un concept auquel je crois depuis très longtemps, que j'ai analysé personnellement. Donc, dans une condition d'examiner de près la segmentation de la population en groupes désirables et non désirables ou indésirables, l'innovation et la créativité sont littéralement étouffées par un manque de diversité et d'inclusion. Fantastique. En substance, les élites françaises sont désormais issues du même milieu privilégié, du même background économique et social, ce qui entraîne un grand manque de créativité et une pénurie d'idées nouvelles pour offrir des perspectives sur l'expérience, notre origine, essentielle à la résolution de problèmes et au développement de nouvelles idées. Tout simplement. Quand vous prenez des gens, vous les mettez tous dans une pièce, vous les transférez d'une pièce à une autre, quelle est l'expérience qu'ils vont partager? Nous ne sommes que le résultat de notre expérience personnelle. La parole de Dieu le dit directement. Mais pour revenir à ça spécifiquement, nous ne pouvons être que le résultat de ce que nous avons expérimenté. Si vous venez tous du même endroit, si vous venez tous du même environnement, quelle forme d'innovation pouvez-vous apporter puisque vous pensez tous de la même manière? Et vous êtes des privilégiés par essence. Quelle forme de fusion peut-il y avoir en termes d'idées, de fusion d'expérience peut-il y avoir? Il n'y en a aucune. Et on voit aujourd'hui les effets là-dessus. On voit aujourd'hui d'innovation, le manque d'investissement sur l'intelligence, sur l'industrie, sur la technologie en France. Et c'est dû essentiellement, de mon point de vue, à ça. Les coûts sociaux élevés. Considérez juste un petit peu les dépenses liées aux troubles sociaux, à la criminalité, aux problèmes connexes, intrinsèquement liés aux inégalités sociales. Par conséquent, les ressources qui sont détournées directement des domaines qui devraient promouvoir le développement économique français ou le développement économique du pays, l'innovation et la créativité, plutôt que faire de la France un pays à l'innovation illimitée, c'est un pays à l'innovation extrêmement limité, avec très peu d'innovation, très peu de créativité, où l'élite financière et l'élite financière, l'élite, on va dire, des médias et l'élite politique profitent des masses et offrent peu d'espoir pour un avenir meilleur. Cependant, de mon point de vue, il est impératif de reconnaître que l'actuel état des choses en France est principalement le résultat de personnalités politiques. Et moi, je parle depuis la 4e République française, hein, depuis la 4e République, de personnalités politiques incapables, insensées, lâches et parfois stupides. Et je mets dedans Charles de Gaulle, entièrement. Un incompétent pareil, un lâche qui est parti fuir, qui a préféré fuir en Angleterre quand il y a eu l'invasion des Allemands et revenir triomphalement, alors que des gens sont morts pour la patrie française. J'en veux pour exemple un personnage comme Jean Moulin, qui est un héros de la résistance, qui s'est battu pour son pays en ayant une respectabilité et un engagement pour son pays très important. Okay. Donc, quand je dis encore une fois, pour moi, ce sont les résultats de personnalités politiques incapables, je le répète, incapables, insensées, lâches, parfois stupides et naturellement corrompus au niveau de l'État. Des vendus, des menteurs, des manipulateurs. Voilà ce que je peux vous dire pour la partie 5. On va passer à la conclusion.